Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AskiCast. Aujourd'hui, toute nouvelle invitée, Cyriane Vergnaud, venue de Clermont, ancienne étudiante ici à l'IUT. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et toi? Contente d'être là. Oui, On va parler de plusieurs choses. On va parler de donc, ton passage à l'IUT ici et ce que tu fais aujourd'hui OK. dans la vie professionnelle et étudiante. Mais dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Bonjour, bonjour aux personnes qui écoutent ce podcast. Moi, c'est Cyrène Vergnaud, donc j'ai 21 ans. J'étais effectivement ancienne étudiante au DUT informatique. Donc on a été la dernière année de DUT avant de passer à un BUT en 3 ans donc. Je suis étudiante, à l'IAE à Clermont-Ferrand actuellement en master 2, donc ma dernière année d'études et à côté, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis 4 ans avec quelques followers. Je vais revenir sur deux trois points du coup. Donc pour information, on a eu une intervention de ta part juste avant cette interview. Ouais. Hem, donc l'épisode sera posté normalement en début novembre. Voilà, pour se situer pour les gens qui écoutent. Je vais revenir sur certains points. Par exemple, du coup, au niveau de ton passage à l'IUT. Mmh. Donc, dans un premier temps, tu as été au BDE ASCII, Oui, comme nous ici dans cette salle. oui, Donc aujourd'hui, on a une petite régie composée du BDE. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passage ici, ouais, dans ce BDE? OK. Alors quand je suis arrivée au DUT, il y a eu une super cohésion entre les premières années et les deuxièmes années, donc j'ai déjà énormément aidé nos deuxièmes années, quand j'étais en première année au BDE à faire deux trois trucs. Mais c'est vrai que, on repartait d'un BDE assez compliqué où il y avait aucune vraiment trace de ce qu'avait fait le BDE avant le BDE des deuxièmes années. Et donc par la suite, on a repris donc, comme vous actuellement, il y avait pas vraiment de concurrence, donc on a juste fait un BDE avec les personnes motivées. Donc j'étais, vice-trésorière du BDE. On a organisé la vente des suites, on a organisé deux trois événements, beaucoup de bars pour passer un bon moment toute l'année. Et donc, c'était quoi ta mission? C'était quoi ton rôle à toi précisément? Alors moi, j'avais déjà fait énormément de vie associative, donc là où je me connais enfin là où j'ai le plus de connaissances, c'est dans la trésorerie. J'étais trésorière, à la MDL, à mon lycée, j'ai été vice-trésorière aussi et donc je voulais reprendre la trésorerie pour tout simplement simplifier, les flux dans l'association. Mais une personne voulait découvrir la vie en tant que trésorière, qui s'appelle Elisa. Donc elle est passée trésorière et j'étais là pour la soutenir en tant que vice-trésorière. En parallèle de ça, donc, tu arrivais à un moment transitoire dans les DUT à l'époque, donc. Tu es arrivé, donc, tu fais partie de la dernière promo qui a eu un DUT et pas un BUT. Est-ce qu'il y a eu des complications par rapport à ça, par exemple? Donc nous, la transition nous a pas vraiment touchés. On a eu des cours comme nos deuxièmes années à nous. Par contre, on a eu énormément d'interventions de nos professeurs qui sont plus actuellement professeurs pour savoir ce qu'il serait bon de changer, d'améliorer pour les années suivantes. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques soucis sur les années suivantes, malheureusement. Donc nous, du coup, nous, ça nous a pas impacté vu que la transition a déjà été faite, bien globalement, on n'a pas vu de confusion, on va dire. Je sais pas si tu peux du coup jauger, j'ai noté quelque chose par rapport au rythme en DUT. C'était comment ce rythme? Parce que du coup, c'était en 2 ans, nous on le fait en 3, donc techniquement, on a plus de temps pour faire autant de choses, plus ou moins. Est-ce que du coup, le rythme était effréné? Est-ce que c'était compliqué? Comment ça se Alors, passait globalement? je connais pas assez votre parcours pour savoir, où est-ce qu'on en est, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que nous, on a dû choisir une spécialité à un moment, savoir si on voulait aller en modé ou en dev, plus jeux vidéo. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Ça, c'est Donc, on est très général ce coup-ci. bah, nous, on devait choisir si réellement on voulait se spécialiser dans la modé ou vraiment se spécialiser dans le dev, global, hein, pas forcément jeux vidéo d'ailleurs. Donc, je dirais que je pense qu'il y a des choses qui se sont rajoutées. Je pense que dans votre B3, vous allez avoir du niveau licence parce qu'avant, il y avait une licence dans l'établissement et je crois que finalement, cette licence est un peu liée à ce que vous allez avoir comme cours en B3. Mais je saurais pas te dire, au niveau des cours et cetera, ce qui change réellement. OK. Est-ce que vous aviez des SAE vous aussi? Ou c'est vraiment arrivé avec le BUT? Ça te dit rien du tout? Alors le nom me dit quelque chose, SAE, mais c'est quoi le nom de l'acronyme? C'est situation d'apprentissage évalué. non, je crois que ça a commencé en BUT, ouais. OK, donc ça, c'est vraiment une nouveauté du BUT. Ouais. Moi, pour ma part, en tout cas, je suis pas au courant de ce qui a pu être, de ces Ouais, ben voilà, modifications-là. on se retrouve dans la même Après, situation. on s'est pas renseigné sur ce qu'il y avait avant, vu De que toute ça nous façon, concernait c'est pas. ouais. Et toi, c'est pareil, du C'est coup. ça, ouais. Sur la période où tu es arrivé ici, il y a eu une particularité, c'était le Covid. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça n'a pas été trop difficile, justement, de faire cette transition entre lycée et ici, pendant une période compliquée, du coup? Alors nous, le Covid, heu, si je me trompe pas, on a fait le
1er confinement quand on était encore au lycée, ce qui fait qu'ici, on a vécu le 2e confinement. Donc nous, on a le bac covid, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé les épreuves parce qu'on était en pleine période covid et par la suite, on a eu nos réussites, nos acceptations, pardon, dans les écoles et on a repris l'année correctement. On a tous commencé avec les masques et cetera et puis à un moment, 2e confinement. C'est pas très facile de faire des cours en covid, surtout quand on n'y connaît rien du tout, mais on avait déjà eu une expérience, donc ça a déjà simplifié. Beaucoup plus de personnes avaient du matériel informatique, surtout en DUT, enfin en BUT, DUT informatique. C'était vachement plus simple de faire la transition, mais moi personnellement, j'ai pas trop aimé cette période-là. On va pas se mentir qu'on n'a pas forcément respecté le Covid, c'est-à-dire que pour les cours, oui, mais pour l'extérieur, on s'est quand même beaucoup vu avec les gens de la Mmh. promotion parce que couper tout lien, contact, sociabilité extérieure, c'est très très dur, surtout quand il y a beaucoup de projets de groupe. Période donc un peu compliquée, sur différents points, Ouais, il y a des avantages comme des inconvénients à rester chez soi. bien sûr. Et en parallèle, du coup, je sais pas si c'est lié, du coup, transition toute faite, tu as débuté les streams dans cette zone-là? Alors, c'est pas du tout lié à ça. C'est pas lié du tout? Non, OK. c'est lié au fait que j'habite normalement, enfin mes parents, je suis originaire d'un patelin à côté de Limoges, où il n'y a pas la fibre. Et je suis arrivée ici, j'ai fait installer la fibre et dès que j'ai eu un minimum de matériel, je me suis lancée dans le streaming parce que j'avais envie de tester ça et ça m'a plu et j'ai continué. Donc là, rien à voir avec le Covid, c'était vraiment une envie qui était Ouais, là depuis un bon moment c'est déjà. ça. Les 2 années ici se sont bien passées globalement? Oui, il y a des très bons professeurs. Enfin, on a eu beaucoup de très bons professeurs et très motivés à vouloir faire de l'apprentissage à des étudiants et c'est très plaisant. Très bien. Donc agréable souvenir Ouais, globalement. vraiment un Tant très mieux, très bon souvenir. tant mieux. On peut croire qu'au Puy-en-Velay, on est dans une petite ville où c'est pas fou, on va s'ennuyer, alors que finalement, j'ai passé vraiment, je pense, 2 très, très bonnes années. Ah tant mieux, nous c'est globalement pareil pour le moment. On s'amuse bien. C'est l'avantage. C'est quoi ton meilleur souvenir ici? Si Le si tu plus veux le partager drôle, bien sûr. alors on a fêté l'anniversaire de quelqu'un et il a fait un coma éthylique et on a dû l'amener, aux urgences, mais les urgences ne voulaient pas venir, donc on a dû attendre qu'il s'évanouisse, qu'il perde connaissance pour que les urgences viennent alors qu'on avait déjà appelé 3 fois et on a continué la soirée après. Ah tranquille. OK. Après, qu'il soit sécure, hein. Oui, 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 qu'il oui, soit oui. quand même bien. Transition sur la suite, donc fin DUT, Ouais, tu enchaînes du coup sur une licence de développement. ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc je suis allée à Toulouse, je voulais aller dans une grande ville déjà de base, donc j'ai beaucoup, postulé Lyon, Toulouse, Grenoble, tout ça et donc je suis allée à Toulouse en licence, dev qualité, donc c'est une, petite licence qui n'existe plus maintenant. Elle a été enlevée comme la plupart des licences professionnelles et licences basiques, étant donné que BUT en 3 ans. J'ai été là-bas pour, continuer à apprendre un peu plus le dev, dans la généralité, des choses que j'avais pas forcément apprises ici parce qu'on est vachement plus axé, gaming, visuel, web tout simplement et donc je me suis orientée là-bas en professionnel pour avoir, un 1er bagage, dans le monde du enfin le monde professionnel pardon et voilà. Tu nous as aussi parlé que tu as fait une alternance un peu particulière du coup là-bas. Ouais, j'ai fait une alternance chez Parcoursup. Faut savoir que donc la licence, dev qualité logicielle à Toulouse dans l'UT Paul Sabatier. Et en partenariat enfin, était en partenariat tous les ans avec, Parcoursup. Donc Parcoursup, est un grand groupe fait par l'État, mais étonnamment, il y a une dizaine de personnes, une dizaine de devs, à l'arrière de tout ça et j'ai été en dev, full stack, là-bas pour apprendre un peu plus sur, le web. OK, ça s'est bien passé Ça s'est globalement. très bien passé. C'était, je pense, une de mes meilleures expériences professionnelles. J'ai pas vraiment plus d'informations sur cette licence, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose après? Non, pas forcément, Sinon transition directement sur ce que tu fais actuellement, c'est-à-dire à l'IAE en master? ouais, ça Voilà. marche. Donc après, ma licence, ce que j'expliquais, dans la présentation de tout à l'heure, c'est que j'en avais un peu marre de rester toujours derrière un ordinateur et à côté de tout ça, je continuais à faire ma création de contenu sur les réseaux. Un côté extrêmement, relationnel existe en fait sur les réseaux sociaux malgré, une distance, présente avec, les ordinateurs et tout ça. J'ai quand même une communauté avec qui je suis extrêmement proche. C'est vrai que le relationnel, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui rend un travail ultra pertinent et quelque chose qui pas qui m'aimante, mais qui me donne envie quoi, tout simplement. Donc je voulais me réorienter pour aller plus dans de la chefferie de projet informatique parce qu'en sortant de ma licence, j'aurais pu être dev full stack et en ayant de l'expérience, tenter peut-être dans 3 4 ans, avoir ce côté chef de projet d'un domaine. Mais en ayant fait plusieurs, stages, j'ai pu voir qu'en fait, les chefs de projet actuels dans les entreprises sont des chefs de projet qui connaissent le management, mais qui ne connaissent pas l'informatique
Ce qui fait que c'est des personnes qui décident pour nous sans forcément comprendre ce qu'on fait et vraiment l'utilité de la chose qu'on va coder. Et c'est là que ça m'a dit que, bah, OK, je vais devenir chef de projet informatique avec un bagage informatique et j'aurai du relationnel. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de faire les choses bien Ouais, dans sa globalité. c'est ça. C'est très bien. J'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous y faites exactement, les cours que vous pouvez avoir? Ouais. Pas en détail forcément, ça te prendrait du temps, j'imagine, Ouais. mais dans la globalité pour que les auditeurs aient une idée à peu près. Dans le master, il y a 2 spécialités, POMD et MIT. Donc, je suis en MIT. En fait, nous, on va être dans le côté management, mais quand même axé aux outils informatiques. C'est-à-dire que on va vraiment être lié de très proche à l'informatique, mais après le master n'amène pas que à ça. On fait un peu de code, on fait du SQL, on fait un peu de Python, mais c'est le minime minime, c'est des b.a-ba, la basique. Mais il y en a le besoin pour les personnes qui aimeraient s'orienter dans la chefferie de projet info, mais d'autres métiers comme le BI, comme enfin, du coup business analyst, comme ingé d'affaires sont aussi destinés à être des métiers après ce master-là. Il est ultra général, c'est pas un master vraiment spécialisé dans un domaine. On peut avoir des masters en génie logistique, c'est déjà très précis. Là où le master transformation numérique est vraiment très global pour justement lier plusieurs compétences et réussir à avoir ce qu'on veut. Et donc c'est très complet quand même comme parcours. En fait, on va voir beaucoup de choses, mais pas très précisément. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui va nous plaire, je sais pas, par exemple, la comptabilité. On a vu les bases de comptabilité, mais tu peux pas devenir comptable avec ces bases-là. Si tu veux devenir comptable avec les bases de comptabilité qu'on a vues dans ce master-là, il faudra sûrement une formation que tu pourras avoir par la suite. OK. Mais tu peux gérer deux trois trucs quand même Ouais, avec ça. exactement. OK. Ça va t'ouvrir les portes d'eux, mais tu n'auras pas assez pour réellement être un bon comptable. C'est pas trop dur de maintenir le rythme entre ça a pas l'air. C'est pas trop dur du coup de maintenir le rythme du coup entre les lives et les cours du coup et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il y a autour? C'est extrêmement compliqué. C'est vraiment très très dur. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai commencé en DUT, donc j'ai commencé à choper une organisation vis-à-vis des réseaux sociaux parce que je dis que je suis streameuse, mais je suis vraiment créatrice de Mmh. contenu. J'ai plus genre de 8 réseaux sociaux différents où je fais 51 posts à la semaine si j'arrive à tout faire, c'est énorme. Et que ce soit le montage vidéo, le montage audio, le montage photo, c'est extrêmement long. Donc c'est vraiment, vraiment très dur d'entretenir ça. Après, de manière générale, l'entrepreneuriat, ça va être des sacrifices, des concessions. Tu vas pas prendre le temps d'aller, au bar à 18 heures en sortant de ton cours de PPP. Tu vas rentrer chez toi, travailler et peut-être qu'à 22 heures, 23 heures, tu rejoindras tes amis qui sont déjà complètement torchés au rock, tu vois? Et c'est vraiment des concessions, c'est de l'organisation et c'est surtout une forme de maturité que tu vas développer petit à petit. J'ai déjà eu la maturité de commencer ça assez tôt, ce qui m'a permis à l'heure d'aujourd'hui d'évoluer tout simplement et en fonction du domaine dans lequel tu vas entreprendre, va y avoir des choses qui sont possibles entre guillemets de mettre de côté le temps d'eux, des choses qui vont absolument pas possible de mettre de côté, tu vois? Enfin, c'est de l'organisation. Transition toute faite avec les lives du coup. Ouais, Le début des streams, ouais, donc c'était en 2020 pour toi? ouais. Ça s'est bien passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que la montée a été fulgurante ou est-ce que ça a stagné? Comment explique-nous. Alors, à vrai dire, je suis un peu une menteuse. Mon début de stream, alors je fête mon anniversaire de stream en novembre 2020, C'est mais bientôt. oui, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec quand j'ai commencé le live. J'ai fait mon premier stream en mars 2020, un week-end parce que je m'ennuyais, mais j'ai streamé 3-4 fois sur un an. Et j'ai réellement commencé à être active sur Twitch en février 2021. Mais je fête novembre 2020 parce que c'est entre deux et je fête mon anniversaire en même temps que l'anniversaire de la chaîne. C'est pratique. Ça fait qu'une date à se souvenir, c'est vachement pratique. Est-ce que ça a marché assez rapidement Ah oui, globalement? pardon, j'ai pas du tout répondu à Il y la a pas de question, en problème, fait. il y a pas de Non. Alors, quand j'ai commencé au tout début, j'en avais parlé à des amis, vu que c'était quelque chose qui me motivait à faire. Des amis avaient déjà essayé un peu, donc je voulais en faire. Au départ, il y avait pas grand monde. Quand j'en ai parlé un peu avec mes amis, donc j'avais des personnes très, investies qui venaient me soutenir, qui venaient me parler sur mon stream et c'est ce que je conseillerais si des personnes veulent se lancer dans les streams, c'est d'en parler à des proches. Avoir juste une personne qui parle avec toi et interagit sur ton live et tout, c'est super important. Donc non, ça a pas monté directement. J'ai commencé à zéro comme tout le monde, je dirais. Par contre, c'est vrai que j'ai été beaucoup investie. Je fais plus que la majorité des streamers, même des gros streamers en termes de contenu et de visibilité. J'ai eu la chance de pouvoir un peu surfer sur la hype de TikTok,
où j'ai 2-3 TikTok qui ont un peu buzzé à faire je sais pas combien de milliers de vues, voilà, tout simplement. Et j'ai réussi à faire une conversion, donc une conversion de communauté, on appelle ça généralement. Les créateurs de contenu vont se mettre sur des réseaux pour mettre en avant leur objectif. Donc ça peut être Twitch pour mettre en avant YouTube ou Instagram pour mettre en avant Twitch par exemple. Et j'ai eu une conversion qui est quand même assez haute par rapport à d'autres et c'est ce qui m'a permis de, en amont, me développer. Par la suite, tu chopes les opportunités, le réseau, et c'est ce qui est le plus important maintenant, essayer de faire des streams en coopération, d'aller à des événements. Là, je suis invitée à la PGW par Snapchat, tu vois, donc on va y aller. On fait du réseau et c'est super important et c'est ça qui va t'aider à te développer petit à petit et ne pas abandonner la visibilité. Donc c'est parfait parce que j'allais y venir justement, tu es actuellement sur plusieurs plateformes. Mmh. Tu nous as dit tu fais plus d'une cinquantaine de Ouais. posts par semaine. Ça est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que, il y a eu un déclic du coup, au niveau des statistiques, à partir du moment où tu as élargi ta zone «d'influence» entre guillemets? J'utilise des termes très, très corpo. Non, non, c'est OK. Alors, au départ, j'étais que sur Twitch parce que j'ai eu une éducation où il ne fallait pas laisser de traces de toi sur internet Mmh. et je voulais pas faire de vidéos YouTube, pas de vidéos TikTok, pas de trucs qui restent alors que Twitch, tu as des rediffs, qui restent 14 jours, par exemple. Par la suite, j'ai vraiment kiffé ça, donc je me suis orientée sur TikTok, ce qui m'a apporté donc beaucoup de visibilité. Je crois que j'ai passé les 50 follow constants. Alors, ça paraît rien comme ça, mais 50 follow, c'est C'est déjà énorme. énorme. J'ai passé les 50 constants et j'avais fait mon premier pic à 100 viewers en 2021 grâce à TikTok. Et j'ai continué après, et puis de manière générale, la plupart des réseaux sociaux ont un algorithme qui s'essouffle à un moment ou à un autre. C'est pour ça qu'il est toujours remis en question par les développeurs. Et donc, tu essayes de un peu buzzer sur les vibes, etc. Et en fait, j'ai chopé une passion pour essayer de comprendre les algorithmes et les réseaux sociaux, ce qui fait que je me suis développée partout. Dailymotion, YouTube, YouTube Short, j'ai une chaîne rediff, TikTok, TikTok rediff, j'ai un podcast, j'ai TikTok, je l'ai déjà dit, j'ai Thread, Blue Sky, Twitter, enfin vraiment partout et t'essayes au maximum de comprendre un peu les algos, mais c'est tu vois, si c'est très sain, mais t'aimes bien comprendre le pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Bon, par exemple, Twitter, ça compte pas. Si tu dis de la merde, ça va buzzer, ou si tu fais un drama, ça va marcher. Mais sinon, ouais, c'est cool. J'allais y venir plus tard, mais je vais Pardon. déplacer la question. Non, c'est justement, est-ce que tu as bah, du coup, ça répond un peu. Est-ce que tu as cette addiction aux statistiques, hem, qui te donne envie tout le temps d'aller regarder un petit peu où ça en est quand tu as posté quelque chose? Alors, c'est pas une addiction aux statistiques. Je te dirais que je suis pas addict aux statistiques. Par contre, je suis vraiment addict au fait de comprendre comment les algorithmes marchent. Que j'ai 2000 likes ou 3000 likes, ça va m'importer très peu, tu vois, donc en fait, je me suis lancée dans la création de contenu à partir de ça. Je me suis lancée dans la création de contenu dans l'objectif de partager ma passion et réussir en fait à aider les gens. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se sentent seules. Là, en tant que fille en informatique, pendant très longtemps, j'ai été seule. Ou en tant que fille qui aimait les jeux vidéo, les mangas, etc. Si vous êtes à peu près de la même génération que moi, au lycée, on était un peu les reclus. On nous demandait dès qu'il y avait une imprimante qui était cassée ou parce que quelqu'un avait oublié de connecter à Internet. Enfin, c'est insupportable. Et c'est vrai qu'on a un peu ce jugement-là et je me suis un peu réfugiée sur Twitch, les réseaux sociaux, Discord, les jeux vidéo, où j'ai rencontré réellement des personnes avec qui j'avais un réel, intérêt commun, des personnes plus vieilles, des personnes plus jeunes et c'était quelque chose de très agréable de pouvoir partager ça avec des gens qui ont une passion. Actuellement, sur ma communauté, il y a énormément de personnes qui sont dans le domaine de l'informatique, parce qu'au départ, je parlais beaucoup de ça. Actuellement, dans ma communauté, on s'est vachement plus développé parce que je fais de la vulgarisation sur des thématiques. Ça peut être, la sensibilisation, ça peut vraiment partir de tout. On peut parler de lessive, comme de l'abandon, comme du temps qu'il fait dehors. Non, c'est une thématique très large et il y a énormément de sujets qui sont bons à vulgariser en fonction des personnes qui sont présentes sur le live. Donc ça m'a aidé de faire ça et c'est pour ça que je continue à faire ça. Mais en plus de ça, donc il y a ce truc de comprendre les algorithmes. Twitch, tu n'es jamais mis en avant par la plateforme en tant que bébé créateur, un peu plus quand tu es partenaire. Et il y a des réseaux sociaux qui, pour quelques mots, des virgules, des espaces, vont vraiment te mettre en avant. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est plutôt ça qui me donne envie de créer ce genre de contenu, le fait de comprendre et d'aider plutôt que réellement un apport statistique derrière. Bah, tu parlais du financement, si tu as envie d'avoir une thématique argent. Toi, si Ok, bah, par exemple sur la création de contenu, donc ça fait 4 ans que je fais ça. Objectivement, je me rémunère pas trop, je fais que très, très peu d'OP parce que je préfère être sélective plutôt que faire dans la quantité et donc ça me tient à cœur que ça soit des choses qui me plaisent. J'ai gagné, je pense, en 4 ans, bon, non, j'ai gagné beaucoup en 4 ans, mais par mois, je gagne,
enfin minimum, entre 300 et 400 € par mois, ce qui est très peu par rapport à l'investissement du temps que tu fais. C'est pas une activité, c'est pas du tout une activité rentable. Là où, par exemple, les OP, donc je suis rentrée en agence il y a moins d'un an, en septembre dernier. Ah si, du coup, il y a plus d'un an. Oui, Il y maintenant a oui. plus d'un an, ouais. Où là, j'ai réussi à réellement monétiser mon contenu, c'est-à-dire que j'ai fait des OP à plus de 500 € pour faire une story et un réel. OK. C'est toujours lié quand même au stream, mais je reviens plutôt au début. Mmh. Hem, alors moi j'en fais des streams de temps en temps OK, trop bien. et Tu fais quoi? du multigaming, OK, un peu comme toi finalement, mais OK. avec quelques différences. Le truc, c'est que je suis absolument pas régulier. C'est-à-dire que je n'ai pas de planning, je lance des streams sauvages, à 21:00, n'importe comment. Est-ce que toi, tu as fait ça aussi? Ou est-ce que tu as directement lancé un planning? Alors, il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte. J'ai commencé à live, donc ici. On avait des plannings où des fois on n'avait pas cours le matin, des fois on n'a pas cours l'après-midi, je sais pas si c'est toujours le cas et donc je me basais un peu sur ça pour faire des lives. J'ai eu un souci de type, un viewer qui savait donc j'expliquais que quand je faisais un live le matin, c'est que j'avais pas cours et quand que je faisais un live l'après-midi, c'est que j'avais pas cours, voilà, tout simplement et donc j'ai eu des problèmes où, des personnes sont venues devant, l'IUT là pour revenir me voir en mode: «Ah salut, je savais que tu avais cours et du coup, me voilà!» et j'étais en Ch mode: «Ah chiant un OK, peu. un peu relou» et puis des projets sont arrivés comme, le Pétut. Vous savez un Pétut? Ouais. Les projets sont arrivés comme le Pétut ou d'autres projets aussi qu'on avait en groupe, les jeux vidéo. Nous, on avait fait, un projet One Piece qui nous a pris extrêmement longtemps à faire, vraiment. Donc il fallait un peu plus d'organisation. Je pouvais pas juste me baser sur le fait de dire: «OK, je live quand je peux». Il faut que je m'organise de savoir quand je live pour pouvoir me permettre de travailler et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'organiser, où je me bloque en fait à 2 heures de live 5 jours par semaine. Alors ça peut paraître beaucoup de stream 5 jours, mais c'est très peu de stream 2 heures. Généralement, c'est entre 4 et 6 heures un live. Donc je me suis basée sur ça pour, la poursuite de mes études, pour réussir à pouvoir lier tout simplement, le stream avec, les études. OK. Ouais, donc très rapidement, une Ouais. organisation. C'est beaucoup mieux que lancer ces trucs sauvages comme je fais. À chaque fois, c'est n'importe quoi. Bah, c'est surtout en termes communauté, tu vas avoir des personnes qui ont le besoin de s'organiser quand tu as développé ta communauté, qui vont se dire: «Ah ben il y a un tel qui stream, je vais ne rien faire ce soir-là pour aller sur le stream». Mmh. Il y a ça. C'est pour ça que ça marche pas très bien. Bon, il y a pas que ça, je pense. On peut faire une étude du marché si tu veux sur ta chaîne un jour. Oh, il y a pas beaucoup de marché, je pense, hein. Non, faut pas dire ça. À Tout est voir, hein. faisable, hein. En vrai, à voir, hein. Mmh. On va continuer sur Twitch, OK, finalement, parce que j'ai une partie qui s'appelle La vie sur Twitch. OK. Hem, En tant que streameuse ou streamer, est-ce qu'on n'est pas plus crédible aujourd'hui qu'à une époque? C'est-à-dire qu'à une époque, créateur de contenu même en général, on n'était pas pris au sérieux spécialement. Est-ce que c'est mieux maintenant? Alors, moi, je te dirais qu'il y a 2 catégories. En gros, quand on me dit que je suis influenceuse, je m'énerve. Quand on me dit que je suis créatrice de contenu, ça va bien. En fait, la mode des réseaux sociaux est arrivée avec, les influenceurs qui viennent des ch'tis, des marseillais, des machins, qui vendent de la merde sur Snapchat et ça marche bien, tu vois? Et c'est vrai que les créateurs de contenu, de base beaucoup YouTube, ont réussi par la suite à s'exporter un peu plus sur les autres réseaux sociaux, ce qui a donné aux plus jeunes l'envie de faire des réseaux sociaux de manière générale. Maintenant, on a beaucoup plus de valeur, mais il y a aussi beaucoup plus de monde dans ce milieu-là, donc il y a beaucoup plus de personnes néfastes. Donc c'est un peu des deux. On a plus de... Ouais, si, on a plus de valeur et les gens nous remarquent mieux. Et maintenant, si je dis que je suis créatrice de contenu, c'est marqué sur mon CV, on me dit OK. Mais si tu dis que tu es influenceur, on va te dire qu'est-ce que tu vends, c'est de la merde, etc. Ouais, le mot influenceur reste connoté quand même. C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'on essaye de dériver sur créateur de contenu, Exactement. qui est quand même beaucoup mieux, Ouais, en fait, vu que c'est un nouveau mot, les personnes vont se dire: «Ah OK, c'est mieux». Mais il y a pas mal de mots comme ça, j'avais vu une étude là-dessus, je serais incapable de te redire les mots. Mais effectivement, le cerveau n'assimile pas encore créateur de contenu à, des gens qui vendent, des bêtises sur internet. alors qu'influenceur, c'est déjà le cas. C'est ça. Question un peu plus, vis-à-vis de Twitch directement. Qu'est-ce que tu penses de la dernière mise à jour mobile? Ah ouais? Alors, il y a des bêta tests, Twitch. C'est-à-dire que j'avais déjà accès à la bêta mobile avant qu'elle soit sortie, sur Twitch, lui-même. Alors ça m'a pas choqué, il y a deux trois trucs qui m'énervent un peu. Le fait que quand tu ouvres Twitch, tu vois des gens totalement random que tu connais pas directement et on a plus envie d'avoir directement nos personnes qu'on suit, en fait, tout simplement. Mais en fait, Twitch fait ça quand tu suis un peu les démarches de pourquoi il fait ça, de qu'est-ce qu'est l'intérêt. En fait, qu'il essaye de mettre de plus en plus en avant les créateurs de contenu.
Par exemple, nous, en tant que partenaire, maintenant, on peut demander une front page, une Mmh. fois tous les mois, mais tous les 3 mois, une fois par mois tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Et ça permet en fait de nous mettre en avant pour justement pouvoir, avoir plus d'opportunités de visibilité et vraiment mettre en avant les créateurs de contenu parce que, bah, sur la plateforme, statistiquement parlant, il y a de moins en moins de créateurs, de plus en plus qui abandonnent parce que, bah, fiscalement parlant, c'est vachement plus compliqué, moins de personnes gagnent leur vie grâce à ça, donc ils font comme ils peuvent pour s'améliorer, je suppose. C'est compliqué à chaque fois de la mise en avant sur Twitch. Mmh. Je peux parler surtout aussi, je l'ai peut-être pas précisé, mais de la mise à jour mobile avec, la TikTokisation, je sais pas si tu vois? Ah les beh, oui, oui d'accord, OK. Moi je parlais vraiment de Oui, l'interface oui, je mobile vois. quand c'est arrivé, ouais. Mais les stories, les TikTok, c'est partout, tu vois? Est-ce que sur Instagram, ça t'a choqué quand il y a eu les réels? Est-ce Bah, que Instagram, non, tu vois? Mais Twitch, c'est un contenu en direct où tu es censé rester longtemps et là, on est plus sur une version, tu scrolles comme sur TikTok, donc je trouve que c'est moins adapté. Je sais pas ce que tu penses, en toi? fait, il y a une partie clip pour mettre en avant les clips directement. En fait, le but de Twitch, là, derrière tout ça, je suppose, je travaille pas chez Twitch, j'en sais rien, mais c'est de éviter l'exportation des Twitch et garder le content que Mmh. Twitch fait sur Twitch. Donc je pense que c'est ça. Après, tu peux toujours voir tes lives. Après, de base, les streams n'étaient pas ultra adaptés pour la version mobile. Je pense qu'ils font comme ils peuvent, hein. J'avoue que moi, je fais mes stories, ça me va. Ça marche. Ouais. Alors j'ai regardé quelques-uns de tes streams, du coup, Ok. et je t'ai entendu parler de stage et d'alternance en live. Ouais. Alors j'ai plus le détail parce que j'ai même pas noté assez, je suis très mauvaise préparation. Mais, tu parlais, il me semble, de prendre des stagiaires, des alternants, parce que des difficultés, pour, les stages et cetera. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Alors moi, j'ai toujours galéré aussi à trouver des stages et des alternances comme beaucoup de monde à l'heure actuelle. C'est vrai que les entreprises ne veulent plus prendre de stagiaires ou d'alternants parce qu'il faut les rémunérer, c'est de plus en plus cher et de plus en plus compliqué. Moi, si j'ai l'opportunité, le monde du streaming, de l'audiovisuel, c'est quelque chose qui vraiment motive les plus jeunes d'entre nous. Ils ont envie de faire comme Michou ou Inox qui font des vidéos. Mais il y a la vulgarisation de ce qu'est réellement être un créateur de contenu est pas assez bonne. Donc si un jour je peux, j'aimerais beaucoup prendre un stagiaire, un alternant pour leur faire découvrir ça, vraiment le train-train quotidien d'un créateur de contenu à temps plein. J'ai l'avantage de tout faire toute seule, donc je connais vraiment beaucoup de choses dans la création de contenu digital. Mais donc je suis seulement auto-entrepreneuse. À l'heure actuelle, je suis pas en 100 là-dedans, donc je peux pas du tout, prendre de stagiaires ou d'alternants, et encore moins les rémunérer. Autre point, je reviens à la vie étudiante. Donc tu as été au Puy, à Toulouse et à Clermont. Mmh. Est-ce que tu peux comparer la vie étudiante entre ces 3 villes? Ouais, Puy-en-Velay, c'est super cool de manière générale parce que en fait, la mentalité ici, les personnes sont ultra soudées. Alors est-ce que c'est parce que c'est une toute petite ville, les gens s'entendent tout de suite bien, tu vas croiser dans les rues tes meilleurs potes pour une soirée, ça va être super bien. Toulouse, j'ai passé réellement ma meilleure année en tant que vie étudiante. C'est une ville où les personnes sont très positives. Tu vois que ça a sa réputation, Toulouse. Les gens sont vraiment très heureux, tu peux sortir, tu trouves tout ce que tu veux, il y a énormément de monde, énormément de sorties, si tu sorties, énormément de musées, si tu t'instruire, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Là où Clermont-Ferrand, j'ai eu beaucoup plus de mal, en fait, la mentalité de la ville, et ce n'est que mon avis, c'est que c'est des personnes qui sont très ensemble, c'est que c'est des personnes qui se connaissent de la ville, qui sont dans la ville, et vont beaucoup moins facilement s'ouvrir à des personnes extérieures parce que les personnes se connaissent déjà. C'est très, c'est pas sectaire, tu vois? Mais c'est très amical. Donc j'ai eu beaucoup plus de mal à m'investir dans ma vie, étudiante, donc vraiment étudiante pure et dure dans Clermont-Ferrand. Les groupes sont quand même moins ouverts du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment une mentalité de société, je pense, tu vois? Mmh. C'est il y a beaucoup de monde, c'est très grand, du coup, ils se ferment un petit peu plus peut-être? Bah, tu vois, Toulouse, c'est très grand et c'est très Et ouvert. c'est pas la même chose? Ouais, non, c'est vraiment l'ambiance dans la ville, qui est comme ça. Je saurais pas te dire, je pense que c'est vraiment les groupes d'amitié qui font que les gens, à Clermont-Ferrand, font beaucoup plus soirée chez eux, dans leur appartement, que à Toulouse où tu vas plus facilement aller en boîte, au bar, et t'amuser dans la rue, tu vois? OK. Donc les ambiances sont quand même, un petit peu différentes, bon Ouais, ça va alors. franchement, ça va changer, ouais. En tant du coup que qu'ancienne d'ici, Mmh. est-ce que tu aurais un conseil à donner à un première année ou à quelqu'un qui arriverait en première année ici? Choisis bien ton appartement parce qu'il y a une très grosse montée qui est super relou à monter tous les matins. C'est vrai, c'est bien vrai. L'avantage de Pixel finalement, Ouais, c'est cool c'est cool Pixel. Choisissez bien votre appart du coup, OK. bah, en vrai, ouais, hein. Moi alors attends, continuons sur ça. J'avais un appartement près de la rivière. Je devais me trimballer quand j'avais pas mon permis, avec mon petit chariot de grand-mère là, pour aller au c'est un casino ou un Auchan?
pour aller faire des grandes courses, sinon tu payes une blinde au petit casino en face de la rivière, là. Casino, ça existe plus. C'est Ah oui, tout d'accord. Intermarché. Mais il y a le petit, il y a le grand, mais les 2 sont devenus Intermarché? Ah, mais tout Casino a disparu, hein. Ah mais d'accord. Casino n'existe plus du tout nulle part. Mais pardon, j'ai pas l'information. Oui, il y a des casinos encore chez à Clermont. Bah ouais. Ils vont pas fermer du coup? Je crois que l'enseigne complète est OK. D'ailleurs, on lance un podcast sur les supermarchés. Allez, changeons de sujet. 2e épisode. Du coup, next. Donc pour toi, c'est différent parce que, toi, tu as fait un DUT. Mais est-ce que du coup, tu aurais un conseil pour un deuxième, troisième année? Se faire beaucoup de réseaux, vraiment ajouter tout le monde sur LinkedIn, parlez-vous, apprenez à vous connaître et surtout que le réseau de votre famille, c'est aussi votre réseau. Hésitez pas à aller faire du forcing pour avoir des stages, des alternances, connaître des personnes. S'il y a des after work, je sais pas si ça se fait à Clermont-Ferrand, si ça se fait au Puy-en-Velay, faites des after work, participez à des événements, global, auto-entrepreneur, tout ce que vous voulez. Allez faire des trucs, sortez de chez vous, allez pas boire tous les jours au bar et rencontrer du monde, c'est super important. Et dernière question, ensuite on changera de rubrique. Mmh. Heu, un petit conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le streaming. Il y en aurait beaucoup. Si tu devais en choisir un, le plus important. Réfléchis bien avant de te lancer. C'est pas parce que tu en as l'envie que tu le supporteras, surtout en fonction de ta situation. Mentalement, il faut vraiment avoir les épaules. Tu vois des dingueries, tu fais des dingueries, il va se passer des dingueries. Il faut vraiment être prêt mentalement. Actuellement, je pense que 60% des créateurs de contenu à mon niveau ou plus sont en dépression ou en burn-out. Il faut vraiment faire très attention. Si tu pas capable, alors pas que je dis que vous êtes faible derrière ce podcast, hein, mais si vraiment vous vous sentez pas capable de tenir cette pression et cette tension constante, il faut pas se lancer. C'est très très dur. Faut pas partir, sur un coup de tête, quoi. Ouais, c'est ça. OK, faut vraiment, y réfléchir longuement avant. Si vous voulez le faire correctement, du moins. Oui, après si Tu... c'est pour lancer des trucs sauvages comme ça. C'est ça. OK, très bien. Avant-dernière rubrique, je sors mon téléphone parce qu'on va avoir besoin d'un chronomètre. Oh là Tac. là, oh là là, oh là là, mais hé, mollo Quoique en mollo, vrai, hein. le chronomètre, j'avais dit qu'on en aurait peut-être pas besoin finalement. Bon, Ah, très bien. je vais quand même le mettre au cas Ah où. merde, Petite rubrique, pas du tout inspirée. Hem, j'ai plusieurs questions, dis-moi. hem, que je vais te poser très rapidement et tu vas répondre par oui ou non. Ah. J'ai volé le concept nulle Et j'ai part. 4 heures de sommeil là, tu sais? J'en ai 5. Ah putain! Oh là là, C'était compliqué. quelle angoisse! OK. Non, mais ça devrait le faire. Faut juste pas que je bafouille sur les Ça questions. devait le faire? Hein? Ça devait le faire? Oui. OK. C'est bon? Non? OK, on attend. Non mais vas-y, vas-y, Donc c'est vas-y. bon? Ouais, OK. je suis vraiment en train de me concentrer pour me dire: «Faut que je comprenne la question là». Est-ce que tu réponds à tous les messages de ton chat? Oui, As-tu déjà pensé à arrêter tes études pour le streaming? non, Est-ce que tu joues en dehors de tes lives? peu, Est-ce que tu pourrais te passer de ton téléphone pendant une semaine? non, Est-ce que tu voudrais vivre dans un autre pays? non, As-tu déjà été reconnu dans la rue? oui, Aimerais-tu voyager? Non, oui, aimes-tu voyager, pardon. ah oui, OK. Hem, penses-tu que Twitch est une plateforme inclusive pour les streameuses? oui, Est-ce que tu as déjà regretté de lancer un live? non, Jeu solo ou jeu multijoueur? les 2. Est-ce que tu es satisfaite de ton setup actuel? Oui, mais on peut toujours l'améliorer. Est-ce que tes études t'aident dans tes streams? Non, As-tu déjà songé à arrêter le streaming? non, Est-ce que tu as gardé l'ampoule grillée? oui. Est-ce que tu as Ça sort tout ça. Oui. est-ce que tu as déjà streamé à l'IUT? Non, Recommandes-tu la Skicast? oui. L'ampoule grillée, ça vient de moi. Ça vient de qui? C'est toi qui l'as dit en live? Oui? J'avais écouté. Je l'ai Et noté. ah OK, d'accord, j'ai fait quoi? J'ai fait: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» Tu dois j'ai Mais le oui, oui, ouais, mais ouais. oui, je l'ai mon ampoule, oui. Hein? Oui, l'anecdote? Ouais, 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 ouais. Tu veux la raconter? Non, OK. c'est juste qu'elle a voyagé avec moi, il y a pas grand-chose. On arrive sur la fin. Petite, dernière rubrique et ensuite on s'en tiendra là. Est-ce que tu aurais une recommandation pour ceux qui nous écoutent? Dans le domaine que tu veux, un jeu, une série, un film, n'importe quoi, un conseil, n'importe quoi. C'est large ça, je sais Je sais pas. que c'est très large. On restreint le champ. Un jeu, par exemple? Un jeu? Jouez à Hollow Knight maintenant, tout de suite, installez le jeu, il est pas cher. Jouez maintenant, Il est dans ma wishlist. les 112%. Va jouer maintenant là, t'attends quoi là? Une série peut-être? Je regarde pas de série. Pas de série du tout? Non, Un film? j'ai pas trop le Ah vraiment temps. pas du tout? Non, c'est Bon, compliqué, hein. bah tant pis, Hollow Knight du coup. Que Ouais, Hollow Knight. ouais, Hollow Knight, ouais. Jouez à Hollow Knight. Un peu aussi du Céleste en vrai, c'est pas mal. Il est dans ma bibliothèque lui. Mais tu joué à quoi en fait? À Cyberpunk, beaucoup de Cyberpunk. C'est nul. C'est trop bien Cyberpunk! Ouais, la série est bien. Bah non, la série est bien, ouais.
Oui, oui, c'est Mais sûr. le jeu, il est surcoté de ouf. Bah, c'est vrai. C'est mon jeu préféré. Non, le jeu, en vrai, il est un peu surcoté. Ah moi je l'aime trop. Bah, joue à des vrais jeux. Non, non, je rigole, je rigole. Non, en vrai, le On le annule tout. le jeu Cyberpunk, il a l'air vraiment bien, mais ça m'intéresse pas trop, trop. Hollow Knight du coup. Ouais, Bon, et ben on en est arrivé au bout. OK. J'espère que ça t'a plu. Non? Ah. Si, si, ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a plu. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.